Bonjour à tous, donc on se retrouve pour l'épisode 4 et dernier épisode en fait de cette leçon. Donc la dernière fois, je vous avais demandé de compléter au crayon de papier à partir des informations qu'il y avait dans la fiche jointe ce schéma qui récapitule un peu toutes les informations, enfin tout ce qu'on a dit. Donc on va le corriger aujourd'hui ensemble puisqu'il constituera notre trace écrite. Donc au départ, qui part donc effectivement là l'information qui pouvait bien correspondre à cette case, c'est une majorité de migrants diplômés qui fuient la guerre et la misère. Ensuite, donc comme Mahmoud je vous l'avais dit, passe par l'Égypte par exemple, qui est un pays de transit. Le voyage en lui-même, on pouvait remettre traversée difficile et dangereuse, accident, mort, mauvais traitement, coûts financiers, qui résume ce qu'on avait vu. On passe par deux routes, soit par la Méditerranée, comme on l'a vu avec Mahmoud, Nojoud et Mohamed, ou comme Hassan et son frère par la route des Balkans. On passe par l'Espagne, l'Italie ou Malte, et on arrive en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Suède. Donc dans les conséquences positives, j'ai commencé par les conséquences négatives. Donc déjà, il faut rappeler la difficulté d'intégration de ces migrants qui se retrouvent effectivement rejetés souvent par les pays d'accueil. On avait parlé de la montée de cette détention sociale liée à la crise économique qu'il peut y avoir en Europe par exemple. On pouvait aussi mettre que dans les conséquences négatives, cette main-d'œuvre elle est exploitée, utilisée donc elle est payée peu cher. Ensuite, dans les conséquences négatives, on peut aussi mettre la précarité sociale et économique, car ces migrants vivent souvent dans des conditions très difficiles dans leur pays d'accueil. Beaucoup d'entre eux vivent dans des bidonvilles, il y en a aussi bien en France que dans d'autres pays européens, même à Paris. Voilà, ils n'ont pas toujours les moyens, ils se cachent, ils n'ont pas toujours déjà des papiers de réfugiés politiques, donc le temps effectivement qu'ils obtiennent ces papiers, ils vivent complètement dans la clandestinité, ils se cachent. Donc ils vivent où ils peuvent, comme ils peuvent, voilà. D'autres obtiennent par exemple une situation un petit peu meilleure, ils dorment pas forcément dans la rue, mais ils dorment dans des petits appartements surchargés qui sont loués tout à fait illégalement par ce qu'on appelle je cherche le terme, des marchands de sommeil, voilà, j'y reviens. Donc les marchands de sommeil, ce sont des gens en fait qui profitent des migrants et qui louent des appartements dans des conditions sanitaires détestables où souvent il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas forcément d'eau, où les murs sont couverts de pourriture, où il fait froid, il n'y a pas de chauffage, etc. Ils les font payer très cher ces appartements, par exemple 800 € pour un 25 mètres carrés à Paris, et dans laquelle vous allez avoir une ou deux familles de migrants qui va s'installer dans cet appartement extrêmement précaire et qui va accepter toutes ces conditions parce qu'au moins ils ont un toit sur la tête. Donc ces marchands de sommeil profitent de la situation, on sait, c'est courant, c'est pas légal, mais c'est très très courant dans de nombreux pays européens. Voilà, donc ils vivent dans des conditions très difficiles. Certains sont accueillis aussi dans des centres d'accueil pour réfugiés, où les conditions ne sont pas plus simples non plus parce que, vous l'avez vu, les centres de détention ou centres d'accueil, il y a souvent des vols, des règlements de compte, donc parfois il y a beaucoup de migrants en fait qui racontent que ils ont quitté ces centres d'accueil qu'on leur avait proposés et ils préfèrent encore être dans la rue parce que pour eux c'est moins risqué que des fois de dormir la nuit dans un centre d'accueil. Voilà pourquoi justement j'avais rajouté cette information précarité sociale et économique, parce qu'ils ont très peu d'argent. Alors ensuite, il y a quand même des conséquences positives, on l'avait dit, pour ces pays d'accueil, puisque l'arrivée des migrants et de cette main-d'œuvre bon marché va faire augmenter le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse économique du pays d'accueil, et rajeunir la population. C'est pour ça que j'ai parlé de dynamisme démographique, on a vu avec l'Allemagne. Deuxième conséquence positive, c'est que ça apporte une diversité culturelle. On pourrait prendre l'exemple de Villeneuve, par exemple. Le fait est que, alors ça on verra en troisième, c'est lié à l'histoire de la région. On a accueilli après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et la décolonisation, on a accueilli des Algériens suite à la guerre d'Algérie qui sont battus en fait pendant cette guerre aux côtés des soldats français. Et puis quand l'Algérie est devenue indépendante, ceux qu'on appelle les harkis aujourd'hui ont essayé de gagner comme ils pouvaient la France.
et ils se sont installés en France pour vivre. Et donc, effectivement, voilà. On a aussi à Villeneuve des Vietnamiens qui, après la guerre d'Indochine, de la même manière, ils s'étaient battus aux côtés des soldats français, et donc ils sont venus s'installer en France. Et on a du côté de Saint-Livrade, vous connaissez peut-être un quartier, justement on peut trouver des magasins vietnamiens, une petite communauté qui s'était installée. Donc finalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Villeneuve, quand vous allez faire vos courses, il y a une diversité d'alimentation qui est liée aussi à l'histoire de notre département, et donc on peut trouver, c'est quand même sympa aussi, plein de produits qui viennent du Maghreb. On a des produits asiatiques qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Donc finalement, la diversité de la population, c'est toujours une richesse. Parce que c'est un peu comme de dire que dans deux cerveaux, il y a toujours plus d'idées que dans un seul. Donc à partir du moment où on a une diversité de population, on a aussi une diversité de connaissances, une diversité de richesses sous toutes ses formes. Donc c'est aussi un point positif que je voulais rappeler, contrairement à ce qu'on laisse parfois penser. Alors ensuite, effectivement, je suis allée en arrière, ces migrants envoient, quand ils le peuvent, c'est pas toujours le cas, de l'argent vers les familles qui sont restées au pays, et ça peut avoir des conséquences positives ou négatives. Alors la première, c'est que par exemple, vous le savez, ce sont les garçons dans ces pays qui sont souvent scolarisés en premier. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on scolarise en priorité les garçons, et donc ça permet aussi parfois, cet argent envoyé, de scolariser aussi les filles de la famille, ce qui contribue donc à réduire réduire le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés. L'autre conséquence positive, c'est que certains vivaient dans des habitats très très précaires, voire des bidonvilles, et l'envoi de cet argent va permettre à la famille peut-être de consolider un petit peu sa maison, ou de construire une maison, ou d'acheter une maison pour la famille, donc de vivre malgré des conditions difficiles, on va dire dans un habitat qui est un petit peu meilleur. Voilà. Les conséquences négatives, par contre, c'est ce qu'on avait expliqué avec le fameux brain drain, c'est-à-dire cette fuite des cerveaux, des gens qui sont diplômés, et donc ça ralentit le développement économique des pays en voie de développement et des pays les moins avancés, parce que les gens qui sont en capacité de créer des entreprises, des activités économiques, qui ont fait des études, quittent leur pays effectivement en voie de développement et vont travailler dans les pays riches. Donc du coup, ça va ralentir le développement de ces pays, puisque les forces vives qui pourraient développer économiquement ce pays partent. Voilà, donc c'est une conséquence négative. Donc au travers de ce schéma, on a finalement donc un résumé de différentes idées qu'on a abordées avec l'histoire de Mahmoud, de Nojoud, de Mohamed et d'Hassan, et on va s'en servir pour le cours. Alors, je vous conseille de faire pause pour corriger si jamais vous avez fait des erreurs. Et ensuite, on continue, on va passer page de droite dans le cahier. On avait écrit le titre et la question, on saute une ligne, et on écrit donc le grand 1. Notre grand 1, c'est notre étude de cas, de la Palestine et de la Syrie vers l'Europe. Et on va mettre voir plus fiche vidéo. Alors logiquement, votre fiche vidéo, on n'écrit pas coller première page de gauche dans le cahier, ça c'est une indication pour vous. Mais vous devriez l'avoir collé à gauche au début de votre leçon. Voilà. Dans notre leçon proprement dit, notre grand 1, c'est quoi? Je vous l'avais dit hier, en fait c'est notre schéma. Donc vous allez le coller en fait dans votre grand 1, et évidemment vous allez devoir replier la partie droite dans le cahier pour pouvoir la coller en entier. On la colle pas de travers, vous la collez droite, et vous pliez sur le côté droit de votre cahier pour qu'on l'ait. D'accord? Donc je répète, notre grand 1 c'est uniquement le schéma, et la fiche vidéo sur laquelle on a travaillé, qu'on a faite. Alors, pour la suite de la leçon, en fait, on va pouvoir écrire directement les réponses, puisque on a abordé effectivement les causes et les conséquences d'immigration dans le monde à travers le schéma et la fiche vidéo. Donc je n'ai plus qu'à récapituler des choses que l'on a déjà dites. Donc je suis désolée, mais aujourd'hui vous allez écrire plus que d'habitude, parce que c'est des choses qui sont évidentes. Donc, causes et conséquences des migrations dans le monde, petit a, les causes. Alors, le premier facteur d'immigration, en fait, est économique. Ça, c'est la première, c'est le plus important, en fait. Les migrants fuient la misère et sont à la recherche de meilleures conditions de vie. Cette migration économique, vous l'avez vu, on l'a vu avec l'histoire de Mamoun, elle est aussi liée quand même, elle peut être liée à la deuxième cause, c'est-à-dire qu'on fuit le pays à cause des guerres,
Et donc, pourquoi? Parce que les guerres aussi appauvrissent économiquement les pays. Donc on n'a plus les moyens de travailler. Donc ces deux premières causes, elles peuvent être liées. Donc deuxième cause, les conflits et les guerres, je vous disais, par exemple au Moyen-Orient, on va citer des pays, en Afghanistan, en Palestine, en Syrie et en Afrique, en Libye, en Somalie et en Érythrée par exemple, sont une source de migration aussi. Les migrants cherchent à obtenir ce qu'on appelle le droit d'asile, on en a parlé avec la Convention de Genève, et d'ailleurs je vous la cite. Toute personne a le droit de chercher et de bénéficier d'un refuge dans un autre pays, d'après la Convention de Genève en 1951, donc ils vont être considérés comme réfugiés politiques. Donc je redis, ces deux raisons sont souvent liées. La troisième raison, on l'avait abordée au début de la leçon, donc j'ai pas fait partie dans cette leçon dessus parce que c'est pas forcément nécessaire, puis on peut pas tout faire. Donc on notera enfin l'accroissement des phénomènes liés au changement climatique, exemple une catastrophe naturelle, entraîne aussi ce qu'on appelle des migrations environnementales. Donc du coup il y a trois causes principales. On a soit des migrations pour des causes économiques, soit pour effectivement des raisons politiques, puisque c'est en raison d'une guerre, soit effectivement on a des migrations pour des causes environnementales, une catastrophe naturelle. Alors les conséquences, vous les connaissez aussi, parce qu'en fait on va récapituler des choses qu'on a déjà dites précédemment. Donc je vous conseille de faire pause pour écrire le 2A, et ensuite on enchaîne sur le 2B. Alors oui, le 2B est aussi long, je sais, si j'étais en classe, je suis sûre que vous auriez râlé, pour dire un gros mot, mais effectivement, on a déjà parlé de tout ça, donc je fais un résumé côté leçon, on ne va pas réétudier d'autres documents, puisqu'on peut déjà se servir de tout ce qu'on a fait. Donc ce petit b aussi, on peut le mettre en rapport dans notre schéma avec la case, les cases, où il y avait marqué conséquences positives et négatives. Donc je vais un peu récapituler ce qu'on a dit. Alors, les migrants gardent souvent un lien avec leur pays d'origine. On l'a vu, ils envoient de l'argent à leur famille et ils participent au développement économique du pays. Mais l'immigration de travailleurs diplômés, brain drain, fuite des cerveaux, ralentit aussi le développement économique des pays de départ. Dans les pays d'accueil, les migrants se concentrent dans les métropoles où ils constituent une main-d'œuvre souvent exploitée, un contrat de travail précaire, ils sont payés peu cher, ils ont de bas salaires. Et face à la crise économique européenne, ils sont de plus en plus rejetés, comme le montre la montée des partis politiques d'extrême droite. On parle de partis xénophobes, hostiles aux étrangers en Europe. Pourtant, l'immigration est un facteur de développement économique des pays riches, comme l'Allemagne, et de rajeunissement de la population européenne. Donc en fait, ici, j'ai résumé les informations qu'on avait vues en partie dans notre schéma. D'accord? Donc encore une fois, vous faites pause. Je sais que je vous demande de beaucoup écrire cette fois-ci et qu'on va faire moins d'activités aujourd'hui. Alors, on en arrive à une carte pour vous montrer et un peu sortir de nos deux études de cas, puisqu'on a étudié deux pays, la Syrie, la Palestine, et effectivement, c'est bien de voir aussi les choses quand même à l'échelle mondiale. Donc vous avez en rose les principales régions de départ des migrants, c'est-à-dire d'où on part, région de départ, tout simplement, d'immigration. Et puis vous avez en vert les principaux pays d'accueil des migrants, c'est-à-dire les endroits que veulent atteindre les migrants, d'accord? Donc si on regarde bien, par exemple ici, on a des migrations qui vont des pays de l'Amérique centrale ou du Sud vers, par exemple, les pays du Nord, à savoir le Canada et les États-Unis principalement. Ici, on retrouve aussi pareil des migrations qui vont des Suds, donc de l'Afrique, du Maghreb, vers l'Europe de l'Ouest, donc vers le Nord. Et ici, on retrouve aussi pareil, par exemple, des migrants chinois qui décident d'aller travailler au Japon, de migrer au Japon. Donc on est aussi plutôt de côté nord-nord. Donc sud-nord. Donc la plupart du temps, les migrations sont sud-nord. Mais on s'aperçoit que c'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, comme je vous l'ai mis ici, les migrations sont toutes azimuts. Pendant très longtemps, effectivement, je vous aurais fait un cours il y a 10 ans, la plupart des profs d'histoire géo concluaient que les migrations étaient des pays pauvres, donc de l'hémisphère sud, vers les pays riches de l'hémisphère nord. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que les migrations vont dans tous les sens. Et je vais vous le montrer, il suffit de regarder la carte. Par exemple, si on prend aujourd'hui entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, on a des migrations qui vont des nord vers les nord. On reste entre pays du nord. Alors c'est les pays d'Europe centrale et orientale qui sont plus en retard économiquement.
qui vont en fait migrer vers les pays plus riches de l'Europe de l'Ouest. D'accord ? On a aussi des migrations qui peuvent être sud-sud. Par exemple, on a des migrants égyptiens, des Égyptiens qui vont aller travailler dans les États du Golfe. Pourquoi ? Parce que ce sont des États pétroliers et donc ils vont aller travailler dans les champs pétroliers des États du Golfe. Donc là, on est dans une migration sud-sud. Donc si je récapitule, il y a aussi bien des migrations des Suds vers les Nords, hein, comme je vous l'ai montré, mais il y a aussi des migrations de Nord vers le Nord, et on a aussi des migrations entre pays du Sud vers le Sud, par exemple, ici aussi entre l'Afrique centrale qui viennent travailler en Afrique du Sud, parce qu'on l'a vu en 5e, c'est un des pays les plus riches du continent africain. Donc aujourd'hui, en fait, les migrations, elles sont absolument dans tous les sens. En fait, résumer les migrations des Suds vers le Nord, ce serait être caricatural. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs pays qui sont développés, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, où vous avez de nombreux pays émergents. Et donc, effectivement, les pays pauvres ou les pays en guerre, ils vont se diriger vers les pays les plus proches d'eux. Ils ne vont pas forcément aller traverser à l'autre bout du monde. Donc, voilà. Hein, par exemple, ça, c'est un bon exemple. Alors, vous allez avoir en document joint une carte. Il va falloir essayer de la compléter, de la colorier de la même manière. Donc, ici, vous allez colorier exactement pareil, par exemple en vert, les pays d'accueil des migrants. Vous allez colorier à peu près en rose ou en rouge les pays de départ des migrants. Et puis, vous allez faire des flèches pour montrer, en fait, justement, les directions à la fois sud-nord, nord-nord, ou sud-sud, hein, pour bien montrer que ces migrations sont dans tous les sens. Donc je vous montre la carte que vous allez avoir à compléter à partir de celle-ci, en regardant celle-ci. Donc ici, je vous ai mis foyer d'immigration, donc ça c'est les pays de départ qu'on avait tout à l'heure en rose, en fait, ou en rouge si vous voulez. Je vous conseille aussi de souligner parce que dans la fiche avec la carte, je vous ai mis la définition. Qu'est-ce que c'est qu'immigrer ? C'est une population qui part d'un pays pour s'installer dans un autre pays, d'accord ? On est un immigré quand effectivement on émigre, on part de son pays pour aller vers un autre pays. Par contre, quand on est par exemple, admettons, hein, Madame Venant, comme je vous le dis souvent, elle décide d'aller s'installer en Italie pour faire des cours d'histoire-géographie. Quand je vais me retrouver en Italie, hein, pour faire des cours d'histoire-géographie, pour les Italiens, en fait, je serai une immigrée. Parce que je me suis installée dans un pays et je viens d'un autre pays, je viens de la France. Donc l'immigration, c'est quand on s'est installé dans le pays. Donc attention, émigration, il y a un M, immigration, il y a deux M. Hein. Donc simplement, c'est une question de mouvement. Alors ensuite, vous allez tracer aussi, donc les flèches, je vous avais dit, pour montrer le sens des migrations dans tous les sens, et une limite nord-sud qui reste et qui demeure, que je vous ai mis en tiret ici, vous l'avez, en petit tiret rouge. Donc je vous laisse le temps aujourd'hui, comme aujourd'hui principalement en fait on a à recopier le cours et à colorier cette carte, c'est pour ça qu'on ne fera pas beaucoup plus d'activités, ça va déjà bien vous occuper. Pour conclure, donc quand vous aurez fait ça, effectivement on va passer à la conclusion. Alors, on se rend compte effectivement que les migrations se font dans tous les sens. Qu'elles soient légales ou clandestines, elles sont en forte augmentation dans le monde. Donc je vous ai trouvé les statistiques les plus récentes. Aujourd'hui, vous avez 272 millions de migrants en 2019, d'après l'ONU. Mais il faut bien que vous vous rendiez compte que par rapport au discours, on a l'impression d'être envahi par les migrants. Comme je vous ai toujours dit, en fait, un chiffre n'a pas de sens si on ne le rapporte pas en termes de pourcentage. Qu'est-ce que c'est que finalement 272 millions de migrants ? On se dit, effectivement, ça fait beaucoup. Mais beaucoup, c'est quoi ? En réalité, ce n'est que 3,5% de la population mondiale. Donc les migrants représentent une minorité de gens. Donc tous les discours, effectivement, que vous entendez parfois qui sont un peu extrêmes, sur l'invasion de migrants, être envahi par 3,5% de la population mondiale, c'est pas non plus colossal. Surtout que ces migrants se répartissent, vous l'avez vu dans la carte, dans tous les pays du monde. Il y a des migrants partout. Donc ça reste des chiffres qui sont relativement bas en termes de pourcentage. Ces migrations, elles sont tout azimut. En fait, je commente la carte. Elles peuvent être des Suds vers le Nord, donc principalement, j'ai pris un exemple d'Amérique du Sud vers les États-Unis. Elles peuvent être du nord vers le nord, par exemple de l'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest, et elles peuvent être de pays du Sud vers d'autres pays du Sud, exemple de l'Égypte vers les États du Golfe. Alors je sais que si on avait été en classe, vous m'auriez posé une bonne question, à savoir pourquoi je mets un S à Sud et pourquoi j'en ai pas à Nord.
Donc je voulais expliquer aussi en 5e, pour ceux qui étaient avec moi, c'est que souvent en fait avant on parlait des pays du Nord et des pays du Sud. Quand effectivement on s'aperçoit que dans le Sud, les pays n'ont pas du tout le même rythme de développement économique, hein. Il y a à la fois des pays, les pays moins avancés, vous avez qui sont parmi les plus pauvres, on a les pays en voie de développement, et puis ensuite on a les pays émergents qui sont encore plus développés économiquement. Eh bien les géographes ont considéré qu'on ne pouvait plus parler des pays du Sud comme s'ils étaient tous pauvres de la même manière, donc on a ajouté un pluriel pour montrer que ce sont quand même des pays très différents, on ne peut pas tous les mettre dans le même sac, alors que les pays du Nord sont globalement tous à peu près développés. Voilà pourquoi il y a un S à Sud et qu'il n'y en a pas à Nord. Alors, on met voir carte de synthèse l'immigration internationale, hein, celle que vous venez de colorier. On n'oublie pas, j'espère, d'avoir colorié la légende. Et on conclut sur le fait que toutes les régions du monde donc, sont concernées par l'immigration, il n'y a pas de pays qui y échappe, mais les flux migratoires restent principalement internes aux États. Il faut vous rendre compte quand même que soit effectivement la plupart des migrations, en fait, les gens migrent à l'intérieur de leur pays ou ils migrent vers le pays voisin. D'accord ? Donc je vous laisse écrire ce grand 3 et faire pause sur la leçon. La leçon est donc terminée de géographie et on commencera certainement notre leçon, mais entre-temps je vais essayer de vous monter une petite évaluation parce que déjà on n'avait pas fait d'évaluation sur la Révolution vu qu'on était pile entre les deux au moment du confinement. Et par contre, pour cette leçon de géographie, vous aurez une évaluation que je vais vous préparer. Donc, je vous conseille de commencer à réviser votre leçon. Et dans une semaine à peu près, je vous proposerai une évaluation où vous pourrez me déposer vos copies sur Pronote. Je vous expliquerai tout ça pour que ça soit pas compliqué. Allez, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne journée et un bon week-end. Et je vous remercie aussi de votre attention. Voilà. Allez, à très bientôt.